CNews, il est 8h16, bienvenue à tous, CNews, deuxième chaîne info de France, Laurence Ferrari. Vous recevez ce matin Thibault de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Bonjour Thibault de Montbrial. Bonjour Laurence. Vous êtes aussi avocat, vous défendez l'une des policières grièvement brûlées en 2016 à Viry-Châtillon lors du procès en appel aux assises de Paris qui a démarré hier. 13 jeunes hommes sont dans le box des prévenus, 16 et 21 ans au moment des faits. Lors du premier procès, 8 ont été reconnus coupables de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. 5 ont été acquittés et comparaissent libres. J'aimerais juste que vous nous rappeliez ce qui s'est passé ce jour-là, ce 8 octobre 2016 pour votre cliente. Ce qui s'est passé en ce samedi 8 octobre 2016, en début d'après-midi, c'est quelque chose d'épouvantable. 2 voitures de police étaient en train de surveiller une caméra qui avait été plusieurs fois dégradée par des voyous, parce que c'est un endroit du 91 où il y a beaucoup de vols à la portière et beaucoup de trafic. Mais c'est un endroit où il y a donc beaucoup de violence. Et il y avait donc 2 équipages de 2, donc 4 policiers dans 2 voitures qui étaient statiques. Et en début d'après-midi, 19 individus, on sait qu'ils sont 19 parce qu'il y a une vidéo qui permet de les compter, pas de les identifier mais de les compter, arrivent dans le dos de l'une des voitures, cassent les vitres et jettent des cocktails Molotov à l'intérieur. Ma cliente est assise sur le siège de droite, à côté d'un adjoint de sécurité qui va littéralement prendre feu. Les 2 policiers vont essayer de sortir de la voiture. Les voyous vont bloquer les portières pour les empêcher de sortir. Lui, à gauche, est en train de brûler. Elle brûle, elle a les mains et le visage qui commencent à prendre feu. Finalement, ils arrivent à sortir et alors qu'ils sortent et qu'ils hurlent en appelant au secours, lui reçoit un 2e cocktail Molotov qui le brûle de plus fort et elle reçoit des coups de poing et se fait caillasser. Donc finalement, l'intervention du 2e équipage va permettre de la dispersion des agresseurs. Et de leur sauver la vie. Et de leur sauver la vie. Mais c'est une des agressions, il y a beaucoup d'agressions contre les policiers, mais ce qui s'est passé en octobre 2016, c'est d'une sauvagerie absolument indicible. À un moment, elle dit « j'ai des enfants, aidez-moi », c'est ce qu'elle dit à ses agresseurs, pour tenter de stopper cette violence totale. Et en réponse, elle reçoit un coup de poing et une pierre dans la tête. Alors qu'elle brûle. Alors qu'elle est en train de brûler. Comment va-t-elle aujourd'hui ? Écoutez, elle va aussi bien que possible. Vous savez, elle fait partie de ces gens qui sont vraiment policiers par vocation pour aider la population, c'est-à-dire au service du bien commun et de la paix publique. Elle a une passion pour le service sur la voie publique, qu'elle a d'ailleurs repris en province. Il y a bien sûr des choses avec lesquelles elle a plus de mal, mais elle est là et elle assiste au procès. Elle était là hier, elle reviendra dans les prochaines semaines. Mais je dois vous dire qu'on attend pas grand-chose d'autre qu'une réponse au nom du peuple français. Mais ce que les gens qui ont subi des violences aussi épouvantables attendent, c'est que les auteurs expliquent, parce qu'il y en a pour lesquels le dossier est accablant, réalisent et expliquent. Et dans ce dossier, vous savez qu'il y en a qui soient acquittés. C'est le débat judiciaire. C'est quelque chose qui ne me choque pas. 5 ont été acquittés. 5 ont été acquittés. Il y a des acquittements qui sont discutables, mais c'est la justice. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gens qui tranchent. Par contre, ce qui a été le plus choquant, c'est que pour ceux qui ont été reconnus coupables de tentative d'homicide dans les conditions épouvantables que je viens de raconter, les peines qui ont été prononcées étaient légères, de 10 à 20 ans de prison. C'est la raison pour laquelle le parquet a fait appel, ce qui est assez rare dans ce genre d'affaires aux assises, et pour laquelle donc nous repartons pour un tour. Vous dénoncez l'omerta, la loi du silence, et qui a prévalu lors de la première instance. C'est aussi vrai là dans ce 2e procès ? Alors, on va voir, il vient de commencer, mais ce qu'on a vu hier, c'est pas parti pour être la grande libération de la parole. Mais pour illustrer l'omerta, un chiffre. Le jour des faits, dans les 48 heures, il y a eu plus de 1000 personnes qui ont été entendues dans le cadre de ce qu'on appelle l'enquête de voisinage. Des policiers qui vont sonner aux portes, interroger les gens dans la rue, etc. Il y en a moins de 5 qui ont répondu. Et encore, pour ne rien dire. Donc, et ce ne sont pas là des gens qui sont des voyous ou qui sont particulièrement hostiles. Ce sont tout simplement des gens qui ont peur. Parmi les gens qui comparaissent, il y en a qui avaient commencé à un petit peu parler. Il y en a un qui a été agressé. Il y a des gens qui appartenaient à la même bande qui ont été impressionnés par des démarches pour aller les menacer. Il y a une ambiance qui est délétère et qui illustre bien la dérive que l'on vit dans certains quartiers français.
Français aujourd'hui. La situation a empiré depuis 2016. Des policiers sont agressés tous les jours. Oui. Beauvais, 3 blessés. Montgeron hier soir. Bordeaux, refus d'obtempérer d'un jeune chauffard de 16 ans qui fonce sur les policiers qui doivent donc ouvrir le feu. C'est un scénario qui est désormais quotidien pour les policiers. Oui, les chiffres depuis 3 jours, hein, c'est à ma connaissance, parce que je ne suis pas sûr de tout savoir, mais enfin j'ai quand même d'assez bonnes remontées au centre de réflexion sur la sécurité intérieure. On a Fréjus, vous avez oublié Fréjus, absolument. Beauvais, Montgeron. À Bordeaux, c'est un jeune de 16 ans qui fonce sur des policiers au volant d'une voiture et qui contraint les policiers à tirer. Il y a eu 3 ouvertures de feu policières en 2 jours, à Cannes, au Pertuis, à Bordeaux. Et tout ça, on en parle assez peu dans les médias. On en parle ce matin avec vous. Mais le paysage global et l'augmentation significative de cette violence, qui touche aussi les élus. Le maire de Bron, qui avait été menacé de décapitation il y a quelques semaines, a été agressé ce week-end alors qu'il était dans sa ville. Donc, les journalistes à Reims. Le journaliste à Reims, j'allais en parler. C'est-à-dire que tout ce qui représente, y compris de façon symbolique, l'autorité et les institutions de notre pays est aujourd'hui non seulement rejeté par une partie de la population, mais agressé. C'est-à-dire que une chose est de ne plus se sentir reconnu représenté par des élus ou protégé par la police, mais une autre est de franchir une étape et de passer en mode offensif et de passer à des agressions physiques. Tout ça est extrêmement préoccupant. On parle beaucoup de la crise sanitaire à raison. La crise sanitaire, tout le monde le dit, va créer d'énormes difficultés économiques dans les mois qui viennent. Ces difficultés économiques vont elles-mêmes générer une violence supplémentaire parce qu'à chaque fois dans l'histoire, les difficultés économiques ont généré des problèmes de sécurité. Je pense que nous allons vers des temps très durs et que la population, peut-être parce qu'elle s'habitue, peut-être parce que la presse elle-même s'habitue et donc relègue finalement ces incidents, comme on les appelle, au rang d'anecdotes dans les pages intérieures au mieux. Mais je pense que nous allons avoir inéluctablement des drames qui vont surprendre beaucoup de gens. À propos des rixes de bandes de jeunes, oui. On en a eu de nombreux exemples. Il y a eu une réunion entre les ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de la Justice, Éric Dupond-Moretti, de l'Éducation nationale, pour tenter de faire une réponse coordonnée, une réponse faiblarde, selon Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous avez esquissé des pistes dans votre livre, Osons l'autorité. Oui, mais il y a les réponses, elles sont... C'est difficile de dire qu'elles sont faiblardes, parce que d'abord, la situation est complexe. Il faut aller... Alors, le ministère de l'Intérieur propose une analyse plus fine encore des territoires. Il a raison. Le garde des Sceaux a une idée que je porte depuis longtemps et que beaucoup de policiers portent, qui est qu'il faut des mesures d'éloignement. C'est-à-dire qu'en fait, la mesure... L'interdiction de paraître pendant 6 mois, c'est ça. Il y a 2 mesures qui sont efficaces. Il y en a une qui est générale et qui relève du rapport à l'institution judiciaire. C'est qu'il faut, d'une manière générale, que la riposte judiciaire, notamment pour les jeunes, soit rapide et certaine. C'est ce qu'il propose. Pas forcément trop sévère, mais rapide et certaine, de façon à ce que la justice soit respectée et qu'il y ait une pédagogie par la réponse judiciaire, une pédagogie de la sanction, encore une fois, juste et équilibrée, mais rapide et certaine. Et puis, pour le cas particulier des bandes, on peut assortir la sanction, c'est prévu déjà par les textes, d'une mesure d'éloignement qui peut être prise. Mais qui est très peu appliquée dans les faits, en réalité. Il faut la multiplier. Des maires m'ont dit récemment, des maires des quartiers en banlieue parisienne m'ont dit, mais c'est la mesure d'éloignement, c'est celle que les voyous craignent le plus. Il y en a une autre qui est le patron aujourd'hui de la sécurité publique du Val d'Oise, qui l'a mise en place lors de ses postes précédents et qui est étudiée de près par la Direction générale de la police nationale, qui consiste à cibler les mesures de contrôle de police sur les quelques familles de voyous qui sont connues dans chaque ville. Et il faut évidemment une coopération avec le parquet, parce qu'il faut que derrière l'institution judiciaire suive. Mais si vous menez une politique républicaine de surveillance constante tous les jours d'une dizaine d'individus, ces individus vont finir par se faire prendre, donc par pouvoir être condamnés et par pouvoir être sortis du circuit, soit par la prison, soit par l'éloignement. Et ce sont des mesures qui marchent et qui sont profondément républicaines et respectent nos lois. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, a proposé un projet de loi qui sera sans doute examiné en avril. Il souhaite donc l'accélération de la réponse pénale pour les mineurs délinquants. Aujourd'hui, on était à 18 mois entre le moment où on commet le fait et le moment où il y a une réponse pénale, quelle qu'elle soit. Il veut le ramener à 3 mois, on vient d'en parler, l'interdiction de paraître. Et puis, il y a aussi cette proposition qui va faire débat, la suppression des remises de peine automatiques. Aujourd'hui, on avait quasiment 3 mois de remise de peine automatique pour la première année et ensuite était à 2 mois pour toutes les années précédentes. Voilà, c'est ce qu'on appelle suivantes. Techniquement les crédits de réduction de peine. C'est-à-dire que quelqu'un qui est condamné
a automatiquement droit aujourd'hui à 3 mois de remise par année sur la première année et ensuite 2 années. Madame Taubira, dans sa grande mensuétude, a étendu le dispositif aux récidivistes. C'est pour ça que quand on dit que Madame Taubira était quelqu'un qui était intrinsèquement laxiste, on le démontre avec des tas de mesures qui sont, par exemple, celle-là. J'ai eu une divine surprise en lisant l'interview d'Éric Dupond-Moretti parce que cette proposition de la suppression des crédits de réduction de peine automatique, c'est une des propositions phares, c'est pas la seule, de mon livre. Oui. Donc, je décris, chiffres à l'appui, pourquoi cette mesure serait vertueuse, et pour une raison très simple, c'est qu'il faut là encore, au-delà de la sanction, il faut privilégier la réinsertion. Et la première démarche vers la réinsertion, c'est d'habituer les gens à se prendre en main et à se responsabiliser. Aujourd'hui... Donc il faut que ce soit basé sur la bonne conduite en prison. Sur le mérite, sur la bonne conduite. La conduite avec les surveillants, avec les autres détenus, le fait de travailler, le fait de passer un diplôme. Au contraire de celui qui va ne rien faire et regarder la télé toute la journée, ou pire, commettre des fautes et des infractions en prison. Il y a aussi la limitation dans les propositions d'Éric Dupond-Moretti de l'enquête préliminaire à 2 ans. On sait que ces enquêtes préliminaires peuvent s'étaler sur 6 ans, dans le cas de l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy, dans lequel il vient d'être condamné. C'est une bonne mesure de réduire ces enquêtes, la durée de ces enquêtes préliminaires en tout cas? Oui, bien sûr, c'est une bonne mesure. Ce qui est important, c'est la deuxième mesure, celle qui est accolée à celle-là, et qui consiste à permettre à la défense d'avoir accès au dossier pendant cette enquête préliminaire. De façon empirique, certains parquets le font au coup par coup, ça existe déjà, mais le fait de le pérenniser, de le généraliser, va rééquilibrer un petit peu les armes. Et le fait de limiter l'enquête à 2 ans, alors il faut dire qu'en pratique, quand même, il y a plus de 90% des enquêtes qui durent moins de 2 ans. Mais ça va, là encore, être offrir des garanties aux gens qui sont poursuivis, de façon à ce qu'on n'ait pas des serpents de mer, où les gens n'ont pas accès au dossier et, dans le pire des cas, en sont informés par des fuites dans la presse. Justement, l'ancien président Sarkozy a lancé sa riposte médiatique. Il dénonce dans le Figaro une injustice profonde après sa condamnation. Il n'exclut pas d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme pour que, dit-il, triomphe le droit et la justice. Est-ce qu'il a raison quand il évoque le problème du parquet national financier dans notre pays? C'est un dossier que je ne connais pas sur le fond, et comme j'en lis des choses très diverses et très contradictoires, je ne vais pas prendre aujourd'hui de position péremptoire. J'ai juste une pensée pour Thierry Herzog, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et dont je sais qu'il est aujourd'hui dans la peine et la difficulté. Mais c'est l'occasion effectivement de parler du parquet national financier. Pourquoi? Je pense, moi, qu'il n'y a pas de grand complot. Par contre, je crois beaucoup que les institutions peuvent faillir par les hommes. Et on a un problème à la base avec la constitution du parquet national financier, c'est que c'est le seul parquet à compétence nationale avec le parquet national antiterroriste. Et autant pour l'antiterrorisme, il y a une justification propre à la nature particulière des faits pour lesquels il y a une attribution de compétence, qui est le terrorisme. Autant pour le parquet national financier, on ne comprend pas très bien. Parce que jusqu'à la création du parquet national financier, les délits financiers étaient traités localement là où ils étaient commis, et pour ce qui concerne Paris, avec un parquet financier qui fonctionnait très bien. Et sur quel est le critère? Encore une fois, la comparaison est intéressante. Quand vous avez un attentat, on peut discuter à la marge de si c'est un acte terroriste ou non. Mais pour un délit financier, qui va choisir? Sur quels critères? Moi, j'ai des dossiers pour certains clients au parquet national financier dont il est absolument aberrant qu'ils soient. On se dit, c'est le parquet national financier qui a pris ça, mais ils n'ont rien d'autre à faire. Ce sont des dossiers qui ne sont pas des dossiers d'envergure. De plus, donc ils ont un problème de légitimité. Il a fallu construire une légitimité. Deuxièmement, je vous disais, un problème d'hommes et de femmes. On sait aujourd'hui, par un certain nombre de révélations qui ont été faites par certains de vos confrères, et puis on savait avant, quand on connaît un peu ce qui se passe dans nos métiers, qu'il y a toujours eu des enjeux personnels terribles au sein du PNF, avec des détestations humaines, de la compétition interne. Et qu'est-ce qui fait les frais de ces enjeux et de cette ambiance? C'est forcément les justiciables. Donc je pense, moi, que le parquet national financier est, pour l'ensemble de son œuvre, en échec. Et je ne lis pas cet échec à ce qui s'est passé en début de semaine. Je le lis à tout ce que je vois depuis que le parquet national financier existe. Un dernier thème ce matin. On a un sondage d'IFOP pour la LICRA qui montre que la laïcité recule chez les lycéens. 52%, on va voir ce chiffre, sont favorables au port de signes religieux ostensibles
pour les lycéens. Qu'est-ce que ça dit pour vous? C'est un sondage qui est convergent, cohérent avec tous les sondages qu'on a depuis 5 ans sur les questions de laïcité. C'est-à-dire qu'on a plus qu'une érosion, on a une érosion forte de la notion de laïcité dans les classes de population, dans les couches de population les plus jeunes, c'est-à-dire que plus la population est jeune, plus cette notion est combattue et remise en cause, pas forcément combattue, mais en tout cas remise en cause. Et il y a une des questions, une des réponses à la question dans ce sondage qui fait frémir, c'est que quand on rentre dans la catégorisation des élèves de lycée qui répondent, pour les gens qui se disent sans religion, je crois que la réponse est de 40% qui sont favorables à ces signes, 49% chez les jeunes catholiques et 88% chez les jeunes musulmans. C'est-à-dire que c'est un signe parmi d'autres qui montre que chez les Français les plus jeunes de confession et de culture musulmane, il y a une forme de reculturation musulmane, dont je rappelle, on en a déjà parlé, c'est pas forcément le sujet du jour, mais dont je rappelle que c'est un objectif constant politique des salafistes et des frères musulmans qui est théorisé et écrit depuis un siècle dans tout un tas d'ouvrages, et que malheureusement, ce genre de sondage nous montre que c'est en train d'arriver dans notre pays. Il faut être extrêmement vigilant. Je pense que tous les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui seront au cœur de la campagne de la prochaine élection présidentielle. Et les Français ont besoin d'être en sécurité pour pouvoir ensuite organiser leur vie, leurs activités, etc. Mais tout ça, ça part sur une base de sécurité et sur une base de cadre et d'autorité. Il faut rétablir un cadre. Il faut que les gens qui ont une logique de déviance, que ce soit une déviance de délinquance, que ce soit une déviance déviance religio-politique, eh bien, soient recadrés, car il faut que notre pays, notre nation puisse continuer à exister sur une base de vivre ensemble qui est aujourd'hui en train de s'éroder au quotidien. Merci beaucoup Thibaut de Montbrial. Osons l'autorité aux éditions de l'Observatoire. C'est votre livre. Merci d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous Romain Desarmes pour la suite.